Si j'ai fait un jeu de mots dans cette introduction, et surtout dans ce titre, c'est parce que nous avons été confrontés ces dernières années à plusieurs phénomènes. D'abord, ce qui nous attend l'année prochaine, ce sont les Jeux Olympiques. Il va y avoir des épreuves de sport urbain sur la place de la Concorde et donc tout le backstage, comme on dit en langage olympique, des Jeux Olympiques va être installé dans une grande partie ouest du Jardin des Tuileries et sur l'esplanade des Feuillants au nord, le long de la rue de Rivoli. Donc, je peux vous dire qu'en ce moment, ça occupe une bonne douzaine d'heures par semaine de mon emploi du temps. Donc, c'est très contraignant. D'autre part, nous sommes confrontés en ce moment à la Coupe du monde de rugby, puisqu'il y a une fan zone sur la place de la Concorde, dont on sait qu'elle est faite pour ça. Donc évidemment, on a de temps en temps des supporters enthousiastes qui tapent un peu le ballon, qui se font des passes dans le jardin, juste près des sculptures. J'ai pris cette photo-là par Samia Abderrahmani, une photographe amateur qui vient tous les jours dans le jardin, parce qu'on a vraiment l'impression qu'Alexandre a très peur de ce ballon qui risque de l'abîmer. Ça, c'est la vraie vie du jardin. Moi, je parle toujours de la vraie vie du jardin. Et puis... Je t'interromps pour enlever le truc. Oui, ça m'arrangera si tu es gentil. Si j'y arrive. Mais bon, je sais ce qu'il y a écrit, donc non, laisse. Voilà. Non, c'est bon. Voilà. Pardon. Merci. Ah, du coup, ça n'avance plus. Ah. Parce que je pense que c'est... Tu vois, t'es en rouge ici. Non, tu fais ça. Si, mais rouge, oui, mais ça veut dire partage d'écran. Ah, voilà. Non, ça ne marche pas. La molette. Merci. Voilà, bon. Comme vous le savez aussi, dans les parcs et jardins, tous les gestionnaires sont confrontés aux pratiques sportives actuelles, donc certaines relativement anodines, encore que certains jours, le nombre de joggeurs peut avoir un effet sur nos fameux sols poussiéreux que tout le monde critique. Certaines activités sont calmes, contemplatives, mais d'autres peuvent créer des désordres. Je pense par exemple aux élastiques de traction qu'on achète chez Decathlon ou Go Sport et puis qui abîment bien les écorces des arbres. Alors, je me suis dit, plutôt que de subir cette situation, essayons comme toujours de trouver un petit peu de profondeur historique. Et je me suis intéressée à la pratique des sports au Jardin des Tuileries depuis le XVIIe siècle. Donc, je me suis appuyée sur beaucoup de bibliographies, des recherches en archives, des recherches que je co-dirige avec mes collègues spécialistes de photo enseignant à l'école du Louvre. Depuis plusieurs années, on a lancé un programme de recherche sur les photographes au Jardin des Tuileries qui donne énormément de résultats. Donc, voici la liste des sports qui ont été pratiqués aux Tuileries depuis le XVIIe siècle. Excusez du peu, j'ai souligné ceux qui sont vraiment d'origine aristocratique, car je me suis aussi penchée sur l'histoire du sport, qui est un domaine absolument passionnant, avec une très bonne bibliographie. Et effectivement, le sport, comme vous le savez, a plusieurs origines, des origines parfois locales, bien françaises, mais souvent l'influence du monde anglo-saxon a été importante. Et puis le sport a aussi des origines aristocratiques par opposition à des sports qui viennent plutôt des fêtes de village ou d'autres domaines. Donc là, ce qui a été pratiqué très tôt, c'est évidemment l'escrime, l'équitation, le jeu de mailles, le tir, tout ce qui était pratiqué par les petits princes, les futurs rois de France dans le jardin. J'ai retenu quelques manifestations amusantes. Les Jeux Olympiques de 1900, j'y reviendrai. La course des midinettes, je parlerai de l'importance des femmes. Les midinettes, ce sont ces femmes qui travaillaient dans les maisons de couture toutes proches et qui venaient déjeuner à midi dans le jardin, d'où le nom de midinette. Le mot vient vraiment du jardin des Tuileries. Et puis d'autres fêtes tout à fait extraordinaires, ma préférée étant la fête du muscle, je dois dire, en 1919, sur laquelle je reviendrai aussi. Vous me connaissez, il faut toujours une petite pointe d'humour. Alors, l'éducation des princes, eh bien, elle commence très tôt au jardin et la question que je me suis posée, c'est y a-t-il eu des aménagements dans le jardin qui l'ont profondément modifié pour permettre l'éducation des princes? La réponse est oui. Elle n'est pas forcément évidente sur cette image, car le dessinateur, Crispin Van de Passe,
a un peu modifié le sujet parce qu'en réalité, Louis XIII, le petit Louis XIII, n'a pas appris à faire du cheval dans le jardin des Tuileries, mais dans le manège qui était situé à gauche de l'image. Est-ce qu'on a un pointeur? Je ne le vois pas. Donc à peu près ici, et qui va évoluer au cours des siècles. Mais en tout cas, c'est très important. Le jardin des Tuileries est d'emblée un jardin royal. Il est normal qu'un prince il soit montré en train d'apprendre à monter à cheval, c'est-à-dire d'apprendre à faire la guerre. Alors, l'éducation des princes se modernise. On sait par exemple que le prince impérial, le fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, faisait du vélocipède, donc à temps moderne, monture moderne, et deux gravures nous le montrent. Alors, on voit bien qu'on est là au pied du palais des Tuileries, qui n'existe plus, comme vous le savez, dans une zone de jardin réservée qui avait été étendue jusqu'au grand bassin rond. Et sur l'image de droite, vous voyez comment la foule est cantonnée derrière une limite, une grille, et regarde les ébats du petit prince et de son camarade de jeu. Alors, une modification très sensible a été apportée peu après la mort de Lenôtre et celle de Louis XIV. Il s'agit de la modification d'un des 16 bosquets du jardin. Le jardin des Tuileries, refait entièrement par Lenôtre à partir de 1664, comportait un théâtre de verdure qui devait être tout à fait extraordinaire. Et en fait, ce théâtre de verdure n'a pas duré très longtemps, car dès la Régence, lorsque le régent a ramené la famille royale, le petit Louis XV qui n'avait que 5 ans, et la cour à Paris, au Palais des Tuileries, il a fallu réaménager le jardin pour les Jeux du Petit Prince, du Petit Roi. Donc on a considérablement modifié, enfin on a carrément détruit ce théâtre de verdure et on l'a remplacé par un jeu de mailles. Et c'est l'architecte Robert de Cotte qui a procédé à ce réaménagement très sensible. Et puis le manège a été décalé avec la construction d'un nouveau manège à peu près à l'emplacement actuel de la rue de Rivoli. Donc, deux modifications quand même pas du tout anodines. Donc aujourd'hui, pour la petite histoire, toute cette zone nord du jardin, finalement, elle est toujours dévolue au jeu des enfants. Et bien, ça remonte à l'époque de Louis XV, hein, ça n'est pas rien, avec des trampolines là où se trouvait donc le théâtre de verdure, puis le jeu de mailles du petit Louis XV, un manège assez moche, je dois dire, qu'on va essayer d'améliorer, une aire de jeu qui a été refaite il y a quelques années, donc une zone vraiment dévolue aux enfants. Alors, quand j'ai étudié cette succession de manifestations, j'essaie de comprendre aussi depuis quand, finalement, autant de manifestations étaient organisées au Jardin des Tuileries et depuis quand cette fameuse esplanade des Feuillants au nord, qui est toujours vide, hein, sur laquelle on organise énormément d'événements aujourd'hui et d'occupations, j'essaie de comprendre depuis quand ça datait. De quand ça datait. Et en fait, ça remonte vraiment au début de la Troisième République, aux années 1875. Je voudrais montrer juste deux exemples très frappants. Les premiers salons de l'auto ont eu lieu au Jardin des Tuileries. Voilà les deux très jolies affiches avec ces femmes utilisées comme allégories. Et ça se passe effectivement en grande partie sur l'esplanade des Feuillants. Je pense que ces deux photos sont très, très parlantes. Le point d'appui, si vous voulez, c'est que c'est cette statue qui n'existe plus aujourd'hui, qui marquait donc l'extrémité ouest de l'esplanade. Donc déjà à l'époque, on construisait des tentes à double pente et on y installait des manifestations. Donc, quand on nous parle de la fête de Monsieur Campion ou d'autres occupations, je montre ce genre d'image. Ce n'est pas une justification, c'est juste pour montrer qu'il faut avoir quand même une certaine conscience de l'histoire quand on travaille dans ce jardin. Alors, j'ai retrouvé des plans dans une merveilleuse revue, la locomotion automobile, revue universelle des voitures, vélocipèdes et véhicules mécaniques. Et on se rend compte du point de vue du photographe, hein,
qui était placé sur l'escalier d'Ille-le-Fluel, au bout de la terrasse du Jeu de Paume, et qui photographiait donc cette occupation de l'esplanade des Feuillants. Donc ça n'est quand même pas neutre. Si on superpose ça au plan actuel, ça donne quand même cette occupation. C'est moins que ce que nous allons subir pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Mais par exemple, pour les JO, il va y avoir un système de passerelle orienté nord-sud pour permettre quand même le passage entre Castiglione et Solferino. Et bien là, j'ai expliqué à l'organisation des JO qu'il y a un précédent qui est la passerelle du deuxième salon de l'auto en 1899. Donc, c'était quand même très important comme manifestation. Donc, voilà l'agrandissement. On reconnaît les noms Panhard et Levasseur, de Dion-Bouton, Michelin, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà se pose la question de la protection du jardin. Voici un extrait du règlement, article 29. Il est formellement interdit aux exposants de toucher aux arbres et plantations. Donc, il y avait déjà une forme de conscience de la nécessité de protéger les végétaux. Alors, le sport automobile est resté présent. Ici, il s'agit du départ de la célèbre course de Paris-Madrid en 1903, donc il y a 120 ans. Le pauvre Marcel Renault, l'un des frères Renault que vous voyez ici fièrement sur son véhicule, va mourir 2 jours plus tard, s'écraser contre un platane, et la route a été arrêtée au niveau de Bordeaux. Donc le jardin des Tuileries, quand aujourd'hui un groupe automobile nous dit on aimerait vous mécéner, on est vertueux, on construit des véhicules électriques, est-ce que vous accepteriez qu'on vous mécène des opérations? On se pose des questions, on dit oui, et moi je montre ce genre d'image et ça les soulage un peu parce qu'ils ont un certain sentiment de légitimité. Mais cela dit, je ne rêve pas, pour être clair, qu'il y ait de nouveau un départ de course automobile dans le jardin dont je m'occupe avec mes collègues. Alors venons-en maintenant aux Jeux Olympiques de 1900. Voilà l'affiche pour le concours international d'escrime qui a été organisé au Jardin des Tuileries, du moins pour les épreuves d'épée. On retrouve là l'arrière-plan historique prestigieux, l'éducation des princes, et l'escrime, évidemment, faisait partie de l'éducation des futurs rois, avec cette affiche absolument délicieuse. Donc tout ça est très bien documenté. Et voilà ce que le journaliste dans Le Sport universel illustré en 1900 écrit. Impossible de trouver plus joli cadre pour le tableau mouvementé des poules à l'épée en plein air. Voilà comment se déroulait l'épreuve. Alors, pourquoi aussi tant de sport au Jardin des Tuileries? Et ça va durer jusqu'en 1939, d'après mes recherches. C'est aussi parce qu'on est à une époque où les infrastructures sportives n'existent pas. Les sports émergent. Les règles ne sont pas encore fixées, du moins pas pour tous les sports au même niveau. Donc, les terrains ne sont pas normés. Ce qui fait que les irrégularités du fameux sol des Tuileries sont tout à fait tolérées. Et puis c'est l'époque aussi où les records, l'homologation, les moyens techniques de mesurer les performances ne sont pas encore complètement au point. À partir du moment où on bascule dans la professionnalisation et la normalisation des sports de compétition, évidemment, le Jardin des Tuileries est abandonné pour des compétitions. Il n'en reste pas moins que beaucoup de manifestations sont organisées par des journaux qui cherchent à se faire la publicité. Il faut se replacer à une époque où le journal quotidien est le principal moyen d'information. Donc, des journaux comme Excelsior, Le Journal, Le Petit Journal, Le Matin, se partagent un énorme gâteau avec des tirages qui laissent rêveur aujourd'hui. Le Petit Journal affiche toujours le fait qu'il a 1 million de lecteurs, puis on passe à 2 millions quand même à l'époque. Donc, ils pratiquent ce qu'on a appelé le réclamisme, qui a été très bien étudié par l'historien Benoît Lenoble, c'est-à-dire qu'on utilise ce jardin, qui est un jardin d'État, et avec l'accord de l'État, sous le haut patronage de tel ministère, voire parfois du président de la République lui-même,
on organise des fêtes où le gigantisme devient la norme. Juste 2 échantillons, la grande fête des sapeurs-pompiers, toujours sur la fameuse esplanade des Feuillants, bien pratique, ou encore le concours de l'athlète complet organisé par le journal, énorme succès. Et là, le contexte est important parce qu'on est à la veille de la Première Guerre mondiale. Il faut former des citoyens soldats. On estime qu'on a beaucoup de retard par rapport aux Allemands, par exemple. Donc, on met au point des méthodes de fortification des sportifs. Et la méthode la plus célèbre à l'époque est celle du lieutenant Hébert. Et on voit que les sports ne sont pas forcément olympiques, puisque là, c'est le grimper de corde, dont vous avez peut-être des souvenirs scolaires, souvenirs très douloureux. J'ai jamais pu monter plus d'1 mètre pour ma part. Et donc, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ce merveilleux Jean-François Le Breton, qui était absolument fabuleux. Ma stagiaire qui m'a aidé à préparer cette conférence a été absolument traumatisée par cette diapositive et notamment par la culotte qui monte très très haut sur les tablettes de chocolat. Donc, dans ce contexte militaire, le jardin est utilisé, et a fortiori pendant le premier conflit mondial, comme un terrain d'exercice, un terrain de démonstration qui sert aussi à renforcer le moral à l'arrière, et pas seulement celui des troupes. Donc, il y a beaucoup de photographes qui travaillent pour la presse, comme Maurice-Louis Branger, dont le fond se trouve à l'agence Photo Violet, et qui est vraiment une mine. Et j'avoue que ce genre de photographie aussi pour nous est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le végétal, pour le coup, hein, sur les arbres, l'état du jardin à l'époque. Chacun regarde ce qu'il veut dans ce genre de photographie. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même Union des sociétés de préparation militaire de France, Société d'enseignement moderne. Donc vous voyez que l'instruction publique, les beaux-arts et le ministère de la Guerre travaillent de concert, la main dans la main. Jardin des Tuileries, monsieur le ministre de la Guerre, on comprend bien le contexte idéologique dans lequel on se situe et l'utilisation qui est faite du jardin. Alors arrive la fameuse fête du muscle que nous aimons tous déjà et qui est organisée de manière symbolique juste avant le très grand défilé, le plus grand défilé qui ait jamais eu lieu sur la place de la Concorde et aux Champs-Élysées, le 14 juillet 1919. Là, le magazine La Vie au grand air est une mine d'informations. Et j'ai découvert à cette occasion que dans cette fête du muscle, les femmes avaient demandé à être très présentes. Et j'ai été émue de réaliser que la grande Suzanne Langlaine, dont le nom sonne britannique mais qui était bien française, avait joué aux Tuileries. Mais vous voyez qu'elle joue en double masculin, hein, donc pas toute seule, alors même qu'à cette époque-là, elle raflait toutes les compétitions auxquelles elle participait. J'en ai profité pour appeler cette phrase bien connue de Pierre de Coubertin: une Olympiade féminine serait, je cite, impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d'ajouter incorrecte. C'est toujours bon de rappeler cette phrase qu'évidemment il faut replacer dans son contexte. Et donc, vous voyez qu'en bas de l'image, il y a une autre photo, et cette autre photo, elle est beaucoup plus acceptable, hein. C'est la danse sportive, le groupe des élèves de Madame Popard en collant, elle devait avoir bien chaud, dans leurs exercices de danse rythmique, toujours lors de cette fête de 1919. Alors évidemment, un certain malaise peut s'installer parce qu'on découvre que dans ces séances de préparation au service militaire, qui continuent à se multiplier dans l'entre-deux-guerres, on comprend pourquoi, eh bien, il y a un mélange aussi de colonialisme très dérangeant, donc une démonstration de Marocains ici. Alors là, on est plus dans la zone qui se trouve aujourd'hui au Grand Carré, pas très loin des locaux des jardiniers en contrebas de la terrasse du bord de l'eau. Donc petit à petit, on voit bien comment le jardin des Tuileries, avec ses énormes espaces libres, ces grandes allées, cette esplanade des Feuillants, les grands espaces autour du grand bassin de l'Octogone, sont vraiment réquisitionnés. On met en place en 1924
des cours quotidiens, des séances d'éducation physique et sportive dans le jardin, avec des instructeurs brevetés, et le journaliste de la Liberté s'exclame: un de nos plus beaux jardins de France va devenir un centre d'éducation physique, sans se rendre compte de la contradiction qu'il y a évidemment dans cette phrase et qui pour nous, spécialistes des jardins, nous heurte évidemment. Il reste 5 minutes. Oui, ce sera bon. Donc, j'en termine avec, je saute plusieurs années, avec la dernière compétition officielle, avec remise de prix, récompense, qui a été organisée au Jardin. Nous sommes en 1939, à la veille du second conflit mondial, en juin, et le Critérium d'Europe est organisé dans le Jardin des Tuileries. Il est remporté par Antonin Magne, pour ceux qui suivent le Tour de France et le cyclisme. Moi, ça me parle, j'adore le Tour de France. Antonin Magne est vraiment un des grands champions français, un des plus grands champions cyclistes de tous les temps, vainqueur de 2 Tours de France, etc. Donc, c'est un circuit qui est organisé dans l'ensemble du jardin. La revue Le Miroir des Sports, que j'ai consulté à l'INSEP, nous raconte tout ça, avec force photos. Donc, j'ai pas retrouvé le plan du parcours, mais d'après les photos, j'ai réussi à reconstituer le parcours. Et en fait, il s'agissait d'un circuit de 1250 mètres de long, répété donc 80 tours, soit 100 km, qu'Antonin Magne a remporté en 2h32 avec une moyenne de 39 km 2, ce qui, compte tenu du terrain, était quand même un exploit pour l'époque. Et je cite le journaliste: de nombreux virages très difficiles entre les arbres et les statues, garnis par précaution de grands sacs de paille. Donc, on voit effectivement derrière le sac de paille cet Hercule. Je veux dire que le photographe a bien compris l'ironie qu'il y a à installer un sportif au pied du trait de notre musclore au jardin, qui est donc le fameux Hercule Farnèse, dont l'original est aujourd'hui à Sceaux d'ailleurs. Et en fait, on voit bien que on comprend bien en regardant cette image que vraiment le jardin des Tuileries, clairement, n'est pas fait pour ça. Donc à partir de là, le sport de compétition va en fait faire le tour du jardin. Chaque année, je regarde l'arrivée du Tour de France par plaisir, mais aussi parce que c'est le seul moment de l'année, avec peut-être le moment du 14 juillet, où enfin on voit l'état du jardin. Donc toute l'équipe, on est devant nos télés, on fait des photos de nos écrans. Nos conjoints nous disent: mais vous êtes fous de photographier les écrans. Mais non, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'état de notre jardin. Donc il y a une grande photographe qui a fait ce travail d'emblée, c'est Martine Franck. C'était une photographe belge qui était l'épouse d'Henri Cartier-Bresson. Ils avaient un appartement qui donnait sur le jardin des Tuileries. Donc ils ont photographié le jardin de haut et aussi à l'intérieur même pendant près de 30 ans, et c'est une mine d'informations pour nous. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de pressions, des pressions individuelles. Ça m'est déjà arrivé de déplacer une sculpture avec un camion grue, d'avoir interdit, barré le passage pour des raisons de sécurité, de voir un jogger passer par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a son chronomètre, il doit absolument maintenir sa performance. Nous autorisons chaque année, par exemple, la course à pied de la culture qui a lieu, vous voyez, dans le jardin des Tuileries, auquel une équipe du Louvre participe toujours. Nous autorisons aussi des spectacles qui sont à la frontière entre le spectacle vivant et la performance sportive. Donc, le 24 septembre 2022, sur les pelouses mêmes, notre jardinière en chef, Floriane Guillère, a autorisé cette performance de Johan Bourgeois, qui utilise toujours l'escalier, et ça, c'est ce qu'on voit à l'arrière. Ce que nous subissons, ça peut être ça c'était horrible, un des pires moments depuis 8 ans que je travaille dans ce jardin, c'était les effets de l'Euro de football en juin 2016, au bout de 2 jours de compétition. Des Suédois, des supporters se sont donné rendez-vous, vous les reconnaissez, ils sont en jaune et bleu, et le jardin a été dévasté en l'espace d'un quart d'heure. Ça a été absolument affreux. Heureusement, nos équipes de surveillance ont su quoi faire. Et je peux vous dire que les dégâts ont été considérables. Donc là, on voit bien la contradiction qu'il y a entre
le sport, disons une certaine vision, une certaine pratique du sport, et la préservation d'un jardin historique pendant des mois, je dis bien des mois, on retrouvait encore fichées dans le sol des capsules de bouteilles de bière. Et puis, ce que nous tolérons, ce sont des usages bizarres. Là, on est au jardin du Carrousel. Seigneur Dieu, pourquoi s'installer là? Il y a certainement des endroits bien plus agréables dans Paris, mais non, ce sont des coachs. Nous ne leur faisons pas payer la prestation. Je trouve qu'on devrait, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et si on a beaucoup de tapis installés au même endroit, ça peut avoir des conséquences. Donc, moi, je traque, par exemple, les pubs qu'on trouve sur Internet. On vérifie, les agents d'accueil et de surveillance qui sont d'accueil expliquent aussi la fragilité du jardin, mais évidemment que ça ne fait pas forcément beaucoup de bien à nos pelouses. Donc, en résumé, le jardin des Tuileries reste évidemment un espace de liberté. J'ai choisi exprès ici une femme faisant son jogging. Je vous ai parlé de la manière dont les femmes accèdent à cette liberté. Je pense bien sûr aux pays dans lesquels les femmes n'ont pas le droit de faire ce genre d'activité. Je pense à vous, parce que vous êtes une sportive déclarée, je crois que tout le monde l'a bien compris. Et puis, je voudrais faire une petite allusion malicieuse au fait que nous avons au Jardin des Tuileries, j'en finis par là, une coureuse qui n'est autre qu'Atalante dans les Métamorphoses d'Ovide. On raconte comment Atalante battait tous les hommes à la course. Je vous remercie de votre attention. Cette présentation qui très intéressante. Moi aussi, c'est vrai que si je refaisais le master aujourd'hui, je crois que je m'intéresserais plus à la question du sport, effectivement, comment justement autant les infrastructures se sont intégrées dans certains grands jardins, je pense à Vincennes, avec comment dire, l'INSEE aujourd'hui qui est installé. Et puis d'autres, notamment sur Saint-Cloud, ou au département des Hauts-de-Seine, on a des stades aussi qui sont installés, la pratique du sport, comment elle s'inclut et comment, notamment nos amis anglais aussi, ont créé le rugby, ont créé le foot aussi. Il y a des choses qui sont intéressantes. Et puis l'athlétisme aussi, que je pratique, vous avez compris depuis un certain nombre d'années. Et je rappelle aussi que le marathon a été formellement ouvert aux femmes après les Jeux Olympiques de Los Angeles, donc à partir de 1985. Et donc c'est quand même assez, l'histoire du sport féminin est quand même très récente. Oui, c'est l'histoire d'une longue conquête et ça n'est pas fini. Tout à fait. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose importante, je ne sais pas pourquoi je l'ai zappé. Il y a en ce moment à Paris un maire, le maire de Paris Centre, depuis que le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement ont été fusionnés en un seul, qui fait beaucoup pression et qui nous a demandé à une époque d'intégrer des agrès un peu partout dans le jardin. Bon, voilà, nous, on nous dit qu'il y a une demande politique, la direction générale nous dit de le faire, on a un peu tendance à le faire. Et là, j'ai vraiment joué un rôle important parce que je me suis insurgée en disant non, Parce que nous avons une enquête de public qui a été menée il y a quelques années par le service des études sociologiques et économiques du Louvre, et qui a été menée sur un an au Jardin des Tuileries et qui a montré que la raison principale pour laquelle les gens viennent au jardin, c'est pour être au cadre. Donc nous avions un argument historique qui n'a pas suffi, l'argument du public, lui, a été déterminant et elle nous a permis d'emporter gain de cause, d'obtenir gain de cause. Et on a arrêté d'étudier la possibilité d'installer partout des agrès dans le jardin de Nôtre et de Pascal Crévier. C'est dommage quand même. C'est très bon, j'allais justement rebondir sur cette question-là, justement, parce que nous aussi, dans les parcs qu'on gère au niveau du département des Hauts-de-Seine, quand on parle des usages, on a énormément de demandes, et notamment depuis la sortie du Covid, de nouveaux types d'usages, notamment ce qu'on appelle les aires de street workout. Alors vous allez dire, on a beaucoup d'anglicisme dans le sport. Donc c'est des espaces où, au lieu de faire du sport en salle, on le fait dehors, et donc il faut trouver ces espaces-là et les aménager dans des espaces dans les jardins. Donc nous, c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut le faire. On a aussi énormément de demandes, par exemple au parc de Sceaux. Donc le parc de Sceaux, depuis très longtemps, on a un parcours de cross, mais on se limite à ça. Donc les agrès,
voilà, comment dire, on les autorise pas, mais il y a des nouveaux usages, par exemple, aussi, comme l'acrobranche. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des sujets qui ont été mis sur la table aussi, par exemple, on parle de Saint-Cloud. Donc voilà, on a toutes ces nous nous a demandé une tyrolienne entre des arbres, quand même. Non, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a des questions. Alors, Hervé, oui. Bonjour. Emmanuel, petite question sur cette pratique au XVIIe, XVIIIe du sport. Est-ce que c'était, il me semble avoir vu ça, réservé à la famille royale, et est-ce qu'il y avait interdiction de la part du public? Dans la mesure où la notion même de sport n'existait pas, il n'y avait pas interdiction. En revanche, moi j'ai retracé tous les règlements que j'ai pu trouver sur le jardin des Tuileries. Le premier que j'ai trouvé date de 1702, donc peu de temps après la rénovation du jardin par le nôtre. Et là, on interdit un certain nombre de choses, mais pas le sport, puisque ça ne se pratiquait pas. Donc pour répondre clairement, oui, c'est vraiment réservé, c'est surtout le prince ou le roi qui ne règne pas encore qui a droit à ce sport. Est-ce que la pétanque est un sport? Alors oui, on le considère comme étant un sport et on nous a même sollicité il y a plusieurs années pour organiser le Salvador de la pétanque, qui est un grand tournoi et qui finalement a été détourné sur Marseille. Mais l'instruction du dossier est allée quand même assez loin, toujours sur l'esplanade des Feuillants. Et en fait, on avait un problème de piste trop courte. Il aurait fallu intervenir beaucoup trop sur le sol. Oui. Alors, au Luxembourg, il y a vraiment des coins aménagés. Au Jardin des Tuileries, non. Les gens se débrouillent. En fait, si on veut faire du sport au Jardin des Tuileries, on se débrouille. Hein. Je voulais rebondir sur la remarque de... Alors, qui Marie-Hélène. Ah, pardon, Marie-Hélène. Je suis petite. C'était au sujet du jeu de maille. Oui. Il faut relire Brantôme qui décrit des parties échevelées aux Tuileries. Absolument. Oui. Après, c'est vrai est-ce qu'on peut connecter ça d'un point de vue historique à la question du jeu aussi? Oui, c'est ça. Moi, je voudrais renvoyer par exemple à l'excellent livre de Laurent Turcot qui raconte de manière entrelacée l'histoire du sport et des loisirs. Vous savez qu'il est un chercheur canadien qui a fait sa thèse sur l'histoire de la promenade en France et qui a beaucoup travaillé la question des jardins. Et c'est vraiment le meilleur livre que je pourrais recommander pour se mettre à l'histoire du sport et à essayer de comprendre l'interaction avec le monde des jardins historiques. Une dernière question? Oui, alors oui, j'avais une question vis-à-vis paysagistique. Alors, votre intervention m'a grandement intéressée puisque j'ai travaillé sur un jardin, un parc historique dans le 93 où il y a énormément de problématiques, effectivement, de nouveaux usages du sport en lien avec le patrimoine, comment préserver, accueillir du public et forcément ne pas mettre sous cloche un parc, puisque voilà, il y a le gîte après les activités, le sport, les loisirs, effectivement. Voilà, il y a aussi cette problématique, vous disiez, le public ne voulait pas d'agréer, voulait être tranquille dans ce parc. Sauf que dans ce parc-là, en 93, le public veut des activités, la volonté politique est là, et pousse, et nous, les agistes, on est confrontés en fait entre préservation du patrimoine, valorisation, mais on se rend compte que toutes ces demandes défigurent à terme le parc. Donc nous, vous pouvez nous dire de quel parc il s'agit? Le parc Montreux. Oui, absolument. Donc il y a énormément de demandes, on voit qu'il y a une pression folle, de nouveaux usages, etc. En fait, les habitants prennent vraiment ce parc comme leur jardin. Et c'est compliqué, nous, en tant que paysagistes, de travailler sur l'accueil, le patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait de ce parc-là? Parce qu'on voit de toute façon la volonté politique, on voit toutes les échelles. C'est quand même très compliqué et quand ça pousse très fort, nous, on est un peu impuissants à ça. Et voilà, je voulais partager un petit peu ça, parce qu'actuellement, effectivement, dans les parcs, on voit
le sport, les activités. Et voilà. Oui, il y a une grosse pression, ça c'est Il y a sûr. une très très grosse pression. Et voilà, je voulais un petit peu partager mon expérience parce que c'est aussi compliqué, vous, en tant que maître d'œuvre, de faire avancer les choses et de protéger quand même un petit bijou qui est là et qui est vraiment sous pression. Je ne sais que vous dire. Monique veut intervenir. De dire un petit mot par rapport à ça. C'est vrai que moi, en qualité de maître d'ouvrage, les enquêtes en fait de terrain sont quand même assez importantes. Là, c'est peut-être un travail de concertation qu'il faut faire, notamment les élus, en tout cas nous au niveau des communes et au niveau des élus. Voilà, il y a comment dire, une typologie des espaces, des nouveaux espaces et des nouveaux usages qu'on crée. Et à partir de ça, effectivement, il y a beaucoup de concertation à faire avec les usagers, parce qu'effectivement, dans les jardins, on accueille à la fois des gens qui ont envie d'être au calme et des gens qui veulent aussi faire des activités physiques. Et je dirais qu'on a une concentration, une augmentation des deux demandes de plus en plus, notamment depuis le Covid. Hein. Et puis, voilà, c'est, comment dire, des aires de street workout et des aires comme ça, elles sont très à la mode et les élus en veulent beaucoup. Mais là-dessus, nous, c'est vrai que la façon dont on travaille et comment on commence en tant que maître d'ouvrage, c'est de travailler à connaître ces publics déjà sur les espaces et où est-ce qu'ils veulent s'installer, comment ils fréquentent les endroits. Donc faire des enquêtes un peu sociologiques et puis faire de la concertation tout bêtement avec les gens, parce qu'on s'est même retrouvé, par exemple, pour des choses très basiques qu'on a l'habitude d'installer depuis très longtemps, des tables de ping-pong. Pour certaines personnes qui sont aujourd'hui plus en télétravail, qui sont près d'une table de ping-pong, ça peut vite devenir en fait un problème. Donc voilà, en expérimentant, en connaissant les gens, surtout les gens qui habitent autour, et puis la société qui évolue et nos modes de travail aussi qui évoluent aujourd'hui, qui fait que c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est une partie de la solution peut-être à regarder quand on veut à la fois préserver des espaces qui sont protégés et puis voilà, des espaces qui le sont moins et qui offrent des opportunités justement d'installation de ces espaces-là. Ce qui est redoutable, c'est qu'en fait, un élu, il croit savoir ce que veulent ses administrés. Alors que l'enquête sociologique, elle montre parfois, il y a le risque qu'elle montre l'inverse, c'est-à-dire que la plupart des administrés ne souhaitent pas ce que veut l'élu. Monique, je voulais intervenir. Alors, on va peut-être laisser quand même Monique s'exprimer. C'était, je me souviens, parce que, bien sûr, je pense à Pascal Crédit, qui a tout fait pour essayer d'empêcher tous ces trucs sur la terre des feuillants. Mais quand on a fait le concours, je me souviens plus de quand c'est daté, je crois que c'est 2007, de transformation du fort d'Aubervilliers en jardin, la demande, c'était total sport. Mur d'escalade, enfin, il y a le truc de planche, là, enfin, c'était hallucinant. C'était un soi-disant jardin, mais c'était en même temps uniquement que des activités sportives les plus violentes. Et on a eu la chance avec Hervé d'aller à Berlin l'année dernière, voir toutes les nouvelles créations de parcs sur les friches industrielles, cet énorme développement. Et là, ils ont vraiment, les Allemands, mais à une échelle complètement autre, dans des dispositifs qui n'ont rien d'historique, ils intègrent vraiment tout cet aspect-là. Donc, du coup, il y a cette ambiguïté que ça existe dans de nouveaux endroits, qu'on veut ramener à l'intérieur de lieux qui, au départ, ne sont pas faits pour ça. Et je pense qu'il y a peut-être à prendre une idée de diversification des espaces pour créer vraiment des lieux spécifiques. Si on a la place, et nous, un des arguments, c'était qu'aux Tuileries, on n'avait pas la place aussi. Ouais. Et il ne faut pas se limiter à l'échelle. Alors, c'est vrai qu'il y a l'échelle du jardin des Tuileries, mais quand, moi, je travaille à une échelle départementale, c'est exactement cette logique-là qu'on essaie de mettre en place, et notamment plutôt de créer des parcours le long des berges de Seine, qu'on renature petit à petit, où là, effectivement, quand on a des gens qui courent, on peut créer des zones justement avec des barrières. Une dernière question. Pardon, dernière question par rapport à toute la problématique que vous avez présentée, notamment sur l'événementiel, les impacts. On a vu la séance avec Céline. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme feuille de route ou je ne sais quoi pour dire ça j'accepte ou ça je n'accepte pas?
Alors, Regarde, maintenant, c'est très cité. Ouais, je suis inspectrice des sites à Paris. oui, oui. Alors, on a d'abord mis en place des systèmes d'huissiers, constat d'huissier entrant, sortant. Si une branche est abîmée, évidemment, celui qui a commis le dégât paye. Donc, on a déjà eu des cas avec la fête foraine de Marcel Campion. Il a payé une fois et l'année suivante, ils ont arrêté d'abîmer. Donc, c'est très efficace. On a mis en place une directive de sauvegarde des arbres avec un barème par typologie de dégradation. On a beaucoup plus formé le personnel d'accueil et de surveillance. Et sinon, pour ce qui est d'accepter, de ne pas accepter, moi, je suis toujours le point d'entrée, c'est-à-dire qu'on me demande toujours qu'est-ce que tu en penses. En général, on se dit, oh, pourvu que dans l'histoire, il y ait déjà eu quelque chose comme ça. Par exemple, pour la pétanque, il y a déjà eu un championnat du monde de pétanque en 1928 et 1929, mais on a quand même, pour des raisons techniques, refusé. En fait, on refuse beaucoup plus qu'on accepte. Je ne sais pas, on doit accepter peut-être 5% de tout ce qu'on nous demande. Et par exemple, avant les JO, sous prétexte que les JO allaient occuper une jardin des Tuileries, on a eu une demande d'Orange pour l'organisation d'un énorme marathon Orange. On a dit tout de suite non, parce que si l'occupation par les JO doit justifier n'importe quelle occupation sportive, là, on ouvre la brèche et on ne pourra plus jamais dire non. Donc, vous voyez, on a quand même une logique extrêmement défensive, pour être clair. Très bien. Merci. Cette matinée, merci. C'est la première partie de matinée.